Je suis Jacques N, chargé de mission filière hydrogène au pôle véhicules du futur. Et je suis l'animateur du projet Dynamis qui a vocation de développer la filière hydrogène en Grand Est. Et je suis également délégué régional pour France Hydrogène au niveau Grand Est. Donc merci aux organisateurs de nous donner la parole aujourd'hui. Et donc la première table ronde abordera les sujets des entreprises et chercheurs acteurs de la transformation des territoires. Donc chaque intervenant aura 5 minutes pour se présenter ses projets. Et nous passerons ensuite la parole, enfin les questions à la salle. Et bien sûr, on a quelques questions complémentaires si vous n'êtes pas très inspirés. Voilà, donc je passe la parole à Barbara Koch. Okay, my name is Barbara Koch. I'm the director of the... Okay. Thank you. My name is Barbara Koch. Bonjour, je m'appelle Barbara Koch, je suis directrice scientifique de l'étude sur Fessenheim, professeure à l'université de Fribourg. Notre groupe travaille sur des études de faisabilité dans le domaine de l'innovation pour la centrale de Fessenheim. Ces études de faisabilité ont vu le jour en raison de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et dans le cadre de ces études, nous coopérons avec 4 autres universités de la région du Haut-Rhin ainsi qu'avec des instituts de recherche situés dans cette même région du Haut-Rhin. En outre, je suis directrice pour les énergies au Centre des énergies renouvelables et, comme cela a été dit, professeure à l'université de Fribourg. Alors, dans quel contexte ces études de faisabilité ont-elles été menées ? Dans un premier temps, une réunion s'est tenue entre des responsables politiques, des représentants du monde académique et industriel pour voir comment développer la région après la fermeture de la centrale. Un projet pour le territoire a été lancé et il fut à la base de notre étude de faisabilité. Nous avons d'abord mené une analyse sur le potentiel de la région, sur les ressources disponibles au sein de la région et sur la base des résultats de cette étude, nous avons proposé un modèle de démonstration européen pour une transformation technique de la région. Ce projet de territoire s'était fixé une vision, à savoir utiliser des technologies innovantes, utiliser le potentiel de la région et parvenir à la neutralité carbone. Sur la base du potentiel de la région, nous avons analysé au niveau de la région du Haut-Rhin des batteries vertes, le recyclage des batteries, des réseaux électriques intelligents, parce que nous avons besoin de ces réseaux électriques, et l'hydrogène vert. Ce sont là les potentiels de la région. Et nous avons aussi mis en place des groupes de travail qui ont travaillé sur le volet réglementaire, le volet transnational. Le groupe de travail a travaillé sur l'impact environnemental, l'impact sociétal et les conditions économiques. L'idée étant de lancer des projets pilotes au niveau des plateformes, des hubs technologiques. Nous avons aussi examiné le potentiel technique des énergies renouvelables dans la région du Haut-Rhin.
Dans un premier temps, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet du potentiel technique des énergies renouvelables dans la région du Haut-Rhin. Alors, la région du Haut-Rhin fait partie de la région Grand Est. Elle se retrouve aussi dans la région autour de Bâle et dans la région du Bade-Wurtemberg. Entre 2018 et 2020, nous nous sommes aperçus que l'utilisation totale énergétique dans la région du Haut-Rhin s'élevait à 212 TWh par an. Et les études en matière de potentiel renouvelable, de panneaux solaires, d'énergie éolienne, de modules solaires terrestres, énergie reposant sur la biomasse, eh bien, ces études nous ont montré que les énergies renouvelables recelaient un potentiel énorme de 150 TWh par an. C'est un potentiel énorme et bien plus important que celui présenté par les énergies utilisées actuellement. Néanmoins, le potentiel technique n'est pas le potentiel, n'équivaut pas, si vous voulez, au potentiel de mise en œuvre. Il y a donc une réduction qui s'opère entre le modèle, la réalisation des calculs et la mise en œuvre de ce potentiel. Nous avons développé 3 centres technologiques, je vous le disais, qui ont travaillé sur des projets pilotes. Bien sûr, l'idée était d'imaginer de manière très concrète ce que donnaient ces projets pilotes sur le terrain. En matière de batteries vertes, le secteur automobile dans la région nous a montré qu'il pouvait être intéressant de travailler sur le recyclage des batteries, car la région dispose du savoir-faire en la matière. Et si vous voyez en haut à gauche de ce graphique, vous voyez ces colonnes en bleu qui montrent qui illustre le volume d'infrastructures de batteries vertes escompté d'ici à 2030. Vous voyez en vert les attentes, mais par rapport à 2025 et à 2030. Donc, en fait, les capacités de recyclage équivalent quasiment à 0 pour les batteries au lithium. Ces 3 projets pilotes portent sur les utilités de qualification, les centres de recyclage de batteries, pas uniquement de mise au rebut, mais de recyclage, et les usines de recyclage. Alors, manifestement, je suis un petit peu trop longue, mais je termine en disant que nos études ont montré que si on parvenait à passer du gaz naturel à l'hydrogène, pour la région française et suisse, il faudrait 80 000 tonnes de matières premières par an. En Allemagne, on utilise déjà 5 000 tonnes d'hydrogène par an pour les sites de traitement et 2200 tonnes d'hydrogène sont nécessaires au traitement de la chaleur produite par l'énergie. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les détails de ce graphique, mais je voudrais simplement vous expliquer que nous avons développé 4 projets pilotes, un projet pour les systèmes d'électrolyse, pour les stations de remplissage et les systèmes de production de biomasse destinés à la production d'hydrogène. Et je termine
en mentionnant brièvement les réseaux intelligents, dont je ne parlerai pas. Voici la toute dernière page. En fait, je pense qu'il faut avoir une vision systémique de l'ensemble du système, pas uniquement de l'hydrogène et des batteries, mais de l'ensemble du système, parce que tous les éléments du système sont étroitement liés les uns aux autres, comme vous le constatez à la lecture de cette page. Donc nous pouvons bien sûr démarrer avec des projets pilotes, avec de petites mosaïques, mais en gardant à l'esprit le système et les éléments du système dans son ensemble. Merci. Merci Madame Koch. Nous allons passer la parole à Catherine Brun. Alors on va essayer de garder le timing parce que sinon nous n'aurons plus de temps pour les questions. Merci. Bien reçu Jacques. Bonjour, donc je suis... Vous m'entendez bien? Oui. Donc je suis Catherine Brun, je suis secrétaire générale de GRT Gaz. Oui. Where am I? OK. Donc, Catherine Brun, je suis secrétaire générale de GRT Gaz. Et le thème de mon intervention, c'est autour de la logistique d'hydrogène et le rôle que peut prendre un TSO gaz dans le développement du marché de l'hydrogène. Peut-être quelques mots sur GRT Gaz. Donc GRT Gaz est le principal transporteur en France. On a un deuxième transporteur qui est Terégas, ce qui fait que si je suis l'idée de monsieur Gaillard tout à l'heure, pour aller de l'Espagne à la France, à l'Allemagne, il faut passer effectivement par le réseau de GRT Gaz et peut-être le réseau de Teréga. Sans rentrer absolument du tout dans les key figures de ce slide, juste qu'est-ce que c'est au fond un TSO? Bien, un TSO, sont des infrastructures qui vont permettre à une production de rencontrer ses consommateurs en intégrant les connexions à des stockages si nécessaire. Et en fait, ce réseau, cette logistique, va permettre l'émergence d'un marché. Ça a été le cas avec le gaz naturel il y a bien longtemps. Et pour nous, on pense que ça va être le cas aussi pour l'hydrogène. Alors maintenant, comment on imagine cette émergence des marchés? Eh bien, en fait, on a deux visions. On a une vision un peu, on va dire, intellectuelle, projection, top-down. Et puis, on verra aussi qu'on a après une vision un peu plus concrète qui va partir des projets. Donc, la vision modélisatrice, on a tout de suite bien identifié que cette vision, elle était forcément européenne et qu'elle passait par un travail collectif, un travail systémique aussi, pour reprendre le concept qu'évoquait Madame Koch sur une autre thématique, une thématique plus technique. Donc, on a bien tout de suite compris que la question, c'était de travailler en collectif avec l'ensemble des TSO européens pour identifier où seraient les zones de production, où seraient les zones de consommation, et d'identifier comment on pourrait connecter en fait ces différents besoins dans un contexte où les réseaux développés pour créer le marché de gaz naturel fossile, donc les consommations de gaz naturel fossile déclinant du fait de la décarbonation, rendaient possible la réutilisation, donc le repurpose de ces canalisations pour utiliser de l'hydrogène. Donc c'est la vision de ce qu'on a appelé le European Hydrogen Backbone que vous voyez à l'écran, avec des grandes lignes qui partiraient de zones à production à bas coût d'hydrogène jusqu'à des zones de consommation, donc en particulier à travers la France pour le corridor sud-ouest dont nous parlons. Alors tout ceci, c'est une idée, c'est une vision, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire. Maintenant, comment tout ceci émerge? Bien, tout ceci va émerger forcément par les territoires. Nous, ce qu'on voit au niveau français, c'est que les premiers projets émergent dans une logique territoriale, à partir de besoins industriels, à partir de besoins des collectivités territoriales, de décarbonation aussi du transport, et que à chaque fois, on va partir de ces dynamiques-là. Dans le cas français, on a une dynamique autour de Fos Dunkerque, avec ses grands hubs
de raffineries. On en a aussi autour de la zone de Lyon avec la vallée de l'hydrogène. Bien sûr, et on est complètement au cœur de cette zone, mosaïque autour de la Sarre, du Luxembourg et de la région Grand Est, autour de Dunkerque et un peu moins mûr autour de Saint-Nazaire. Donc tout ceci, ce sont des projets qui aujourd'hui sont en émergence, à partir suite à la volonté des pouvoirs publics, à la volonté et aux besoins des clients industriels, et ça commence comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la notion de territoire, ce n'est pas une notion qui est liée à un pays. Alors effectivement, sur Inframed, le sud de la France, on est sur un terrain français, mais très très vite, la question se pose de la connexion à une zone tout aussi dynamique qui est la zone espagnole. Sur le cas de Mosaïque, je n'aurai pas le temps de vous parler dans le détail du projet, mais je vous invite très fortement à aller visiter le corner où vous pourrez avoir toutes les informations sur ce projet. On est sur un projet vraiment très emblématique et très caractéristique d'un projet qui émerge à partir d'un besoin d'un client industriel de la Sarre, à partir de besoins de décarbonation, de mobilité, que ce soit en Allemagne, en France, au Luxembourg, et à partir de territoires à redéployer autour d'anciennes productions d'électricité à partir du charbon, et avec une possibilité qui est, comme évoquait également M. Gaillard, du repurpose de certaines canalisations de gaz, aujourd'hui inutilisées, mais qu'il va falloir, en fait, qu'on va pouvoir réutiliser pour créer, en fait, cet écosystème. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? Parce que ce sont les tout premiers projets. Eh bien, on a besoin d'avoir un vrai travail de démonstration technique sur des choses très, très concrètes, sur comment je vais inspecter des canalisations initialement au gaz pour y faire passer de l'hydrogène, quel type de piston, excusez-moi, c'est très détaillé. Comment je vais pouvoir m'assurer de l'étanchéité, quel type de moyens pour mettre en place pour gérer cette étanchéité, comment je vais compter l'hydrogène. Donc tout ça, c'est vraiment des problématiques très techniques sur lesquelles on a besoin de travailler. Et autre thématique qui arrive dès très vite dans ces projets-là, ce sont des thématiques de modélisation. Parce que la question que posent les pouvoirs publics tout de suite, c'est en quoi, en fait, votre canalisation de gaz, elle est plus intéressante que installer une ligne électrique. Comment vous pouvez nous assurer qu'on est vraiment dans des investissements sans regret? Et là, on a besoin d'avoir une planification conjointe électricité-gaz. Alors, une modélisation conjointe électricité-gaz pour pouvoir garantir que ce qu'on met en place, c'est quelque chose qui est optimum pour le collectif. Avec l'hydrogène, on a véritablement besoin d'un coupling électricité-gaz. On a pu s'en passer jusque-là, mais là, on en a véritablement besoin. Merci, Madame Brun. Je passe la parole. Je passe maintenant la parole à Philippe Hafner. So, I'll try in English. Je vais essayer en anglais. Alors, je m'appelle Philippe Hafner, je suis cofondateur et PDG d'Hafner Energy. Et nous allons maintenant parler d'une autre manière de faire de l'hydrogène. Je pense que tous les gens qui sont ici présents connaissent le principe de l'électrolyse. J'aimerais savoir qui d'entre vous connaît le principe de la thermolyse. Qui connaît la thermolyse? C'est mieux que ce que je pensais. On a plus de gens que ce à quoi je m'attendais. Alors, il y a une autre méthode de fabrication d'hydrogène et c'est la thermolyse. Et c'est exactement ce que fait mon entreprise. Hafner Energy a une longue histoire. Nous sommes lancés il y a 3 ans. Et nous avons commencé à utiliser la biomasse comme source d'énergie primaire. Nous avons beaucoup de projets, 600 mégawatts dans plusieurs pays d'Europe, en Italie notamment, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et donc, nous sommes très habitués à ces projets centrés sur la biomasse et nous avons envisagé un nouveau système. Ça date de 2010.
Nous avons déposé beaucoup de demandes de brevets. Nous avons 80 brevets internationaux liés à un nouveau processus de production d'hydrogène basé sur la thermolyse de la biomasse. Alors, vous verrez qu'il y a des avantages très intéressants liés à l'utilisation de biomasse pour la fabrication d'hydrogène. Le premier de ces avantages, eh bien, c'est que cela va beaucoup plus vite. Nous allons plus vite parce que nous ne sommes plus dépendants d'infrastructures lourdes. Nous n'avons pas besoin d'électricité, ou en tout cas d'une quantité très limitée d'électricité, et nous utilisons l'énergie de la biomasse, sa propre énergie. Donc, l'origine de l'électricité est renouvelable dans la mesure où la biomasse est une énergie renouvelable. Et un autre facteur très intéressant, c'est le fait que la biomasse, c'est une énergie primaire extrêmement économique, extrêmement peu chère. Donc nous pouvons réussir à trouver et à fabriquer de l'hydrogène de manière négative, carbone négative. Et donc nous sommes entrés en bourse à Euronext à Paris avec 74 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes évalués à près de 60 millions d'euros, ce qui veut dire que nous sommes en train de devenir un acteur significatif du secteur de l'hydrogène. Alors, la manière dont tout cela fonctionne, en réalité, c'est assez similaire aux SMR. Donc, les SMR qui, aujourd'hui, constituent 98%, donc le fossile, qui représente 98% de l'hydrogène total. Donc, et c'est très similaire. Et la raison est très simple, c'est que la totalité des énergies fossiles ont été de la biomasse. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous reproduisons un processus naturel qui prend des millions d'années. Et au lieu d'utiliser une énergie fossile, nous utilisons une énergie renouvelable. Donc, on commence par chauffer la biomasse. On la sépare en 3 flux solides, donc du solide et du gaz. Et pour le solide, en fait, la raison est surtout technique. L'idée est de nettoyer le gaz et de capturer les métaux et les minéraux qui risquent de poser problème sous forme de gaz. C'est un fonctionnement très efficace. Et nous nous sommes rendus compte que ce que l'on réussit à obtenir, c'est du biochar et c'est un produit agronomique extrêmement intéressant. C'est également un puits de carbone et nous avons, grâce à cela, la possibilité d'avoir des émissions de CO2 totalement négatives. 12 kilos pour chaque kilo d'hydrogène. Donc, et ça n'est pas quelque chose ça n'est pas une théorie, c'est des organisations indépendantes ont pu le prouver. Le gaz est ensuite traité. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails techniques, mais c'est très similaire à ce que l'on fait avec les petits réacteurs modulaires, donc les SMR, donc pour produire de l'hydrogène à base d'énergie fossile, ce qui est une méthode de production d'hydrogène très en vogue actuellement. Donc, là, encore une fois, les chiffres que je vous présente, ça n'est pas moi qui les ai créés. Nous avons eu des organismes indépendants au moment de notre entrée en bourse qui ont travaillé là-dessus. Donc, ces chiffres sont valables avant l'augmentation des prix du gaz et des prix de l'électricité. Donc, vous voyez qu'il y a ici des prix affichés qui sont bien en dessous des prix en vigueur actuellement. Je crois qu'actuellement en Allemagne, on en est à quelque chose comme 2 €. Le gaz coûte une centaine donc ici on en est à 30 € alors qu'il coûte aujourd'hui à peu près 100 €. Donc vous pouvez voir que la situation de la biomasse reste extrêmement intéressante. Avec les prix d'il y a encore un an, eh bien nous étions déjà une solution avec une belle efficacité coût. Nous n'incluons là pas les coûts de distribution, mais si l'on décide de mettre à l'échelle ce système et de produire une 50aine de tonnes par jour avec l'électrolyse de 90 MW, eh bien, nous pourrions atteindre un coût de 1,5 € par kilo. Ce qui est d'intéressant, quand on regarde la partie droite du graphique, c'est que nous sommes déjà négatifs en termes d'émissions de carbone quand on fait l'analyse du cycle de vie du produit. Donc, nous sommes négatifs en carbone, donc 12 kg de carbone pour 1 kg d'hydrogène, et quand on regarde les énergies fossiles, c'est l'inverse. On produit 11 à 12 kg de carbone pour chaque kilo d'hydrogène produit. Donc, avec l'électrolyse, on est légèrement positif. Parce qu'il faut toujours du CO2 pour fabriquer les machines à électrolyse.
et pour fabriquer également les fermes éoliennes ou les panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pardon, je me stoppe. Vous avez ici un certain nombre d'images du site qui a déjà été installé à Strasbourg. Je crois que nous avons d'ailleurs un ou une représentante d'RJDS ici, donc on y reviendra peut-être. C'est à 1 kilomètre de la frontière allemande, très proche de la frontière suisse également, et à 2 pas du Parlement européen. Et c'est déjà un site qui est à échelle industrielle et qui est déjà en opération à Strasbourg. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Hafner. Je passe maintenant la parole à Adwayne Martens. Merci beaucoup. Je vais moi aussi essayer de m'exprimer en anglais. Je voudrais vous parler de la Flandre et de la Belgique ce matin. Je m'appelle Adwayne Martens et je suis directeur de Waterstofnet. Notre organisation s'est lancée en 2009. C'est une organisation à but non lucratif. Nous avons 13 employés actuellement et nous sommes transfrontaliers depuis le départ. C'est vrai que c'est important de travailler de manière transfrontalière, notamment pour l'hydrogène. On a des bureaux en Belgique et aux Pays-Bas. Nous avons un cluster de 120 membres. Un cluster qui est en croissance et nous sommes impliqués dans 20 projets. Nous faisons partie de certains gouvernements et nous proposons des conseils également. Nous avons de l'expérience, nous avons une station qui est déjà en opération aux Pays-Bas et nous utilisons des voitures à hydrogène, même si aujourd'hui je suis venue en train parce que c'est encore mieux. Alors, ce cluster, et c'est important, a été lancé en Flandre avec environ 20 membres en 2016. Et aujourd'hui, c'est devenu un cluster à échelle du Benelux avec plus de 120 membres, comme je vous l'ai dit. Donc l'an dernier, nous avons gagné, nous sommes passés de... Nous avons doublé, on était 60 et on est devenu 120. On a doublé notre quantité de membres en un an. Donc au début, les entreprises avec lesquelles nous travaillons étaient des entreprises qui travaillaient principalement dans l'hydrogène, qui pariaient vraiment dessus. Et vous voyez aujourd'hui qu'on a un échantillon beaucoup plus large d'entreprises, des entreprises d'énergie verte, mais aussi des entreprises qui sont des utilisateurs finaux, des petites entreprises, des grandes entreprises, des petits utilisateurs finaux, des grands utilisateurs finaux et des développeurs technologiques également, avec des instituts de recherche et des organisations régionales. Bien entendu, nous voyons beaucoup de... Il y a toujours beaucoup de diapos avec des logos. Les logos, c'est toujours sympathique, mais l'important, ce sont les résultats. Alors, nous n'avons pas que des résultats que des logos dans notre région. Nous avons également vraiment des preuves, des choses qui ont été faites, montées, démontrées. Et aujourd'hui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Il y a beaucoup d'effets d'annonce sur l'hydrogène. On parle de projets toujours plus grands. Les gens sont toujours les premiers, les plus grands, les meilleurs. Mais en réalité, il faut aussi réaliser les choses, faire les choses. Et on ne peut mettre les choses à l'échelle qu'une fois que les projets sont vraiment lancés. Vous pouvez voir dans ma région qu'il y a une infrastructure à 1 MW qui a déjà été créée en 2011 et il y a également des électrolyses, divers activateurs. Il y a près de 75 sites construits en Flandre. Nous avons un premier camion de 40 tonnes qui est construit par VDL et qui est en opération à Bruxelles. Nous avons 20 camions poubelles. Nous avons également travaillé avec diverses entreprises. Nous avons aussi des stations de rechargement et des excavatrices qui sont déjà en opération. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours. Nous allons bientôt commencer à travailler dans les ports avec un premier projet portuaire qui a déjà été lancé. Et nous avons beaucoup d'industries ici qui sont très intéressées par l'hydrogène. Donc nous allons avoir besoin d'une colonne vertébrale qui ira notamment, qui commencera au port de Zeebrugge. Alors,
La prochaine étape, alors nous avons aussi beaucoup d'opérations de recherche en Flandre, comme vous avez pu le voir peut-être il y a quelques années déjà. Il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées, mais qui sont très dispersées sur plusieurs types d'activités. Beaucoup de recherches et de chercheurs qui ont bien du mal aussi souvent à travailler ensemble. Il y a beaucoup d'entités différentes. Donc nous avons maintenant créé un catalogue de près de 100 pages disponibles sur Internet et qui liste les projets de recherche en France et leur impact sur la chaîne de valeur. Parce que en ayant cette espèce d'instantané, eh bien, il est plus facile de créer des ponts entre la recherche, l'industrie et le gouvernement. Par exemple, si vous avez une thématique donnée qui vous intéresse et que vous souhaitez faire accélérer, eh bien, vous pouvez regarder notre registre, notre catalogue. Je vais maintenant conclure. Je sais qu'il y a encore quelques défis à relever. On voit bien que la recherche doit être renforcée grâce à la coopération, même en Flandre, même en Belgique et puis partout en Europe. Et il est important aussi de, comme je l'ai déjà dit, créer des ponts avec l'industrie parce que tout cela commence à devenir très pertinent, notamment pour atteindre les objectifs de l'Europe qui arrivent de plus en plus rapidement. Ensuite, il est important aussi de passer des effets d'annonce à la réalisation. On le voit. Parfois, on a l'impression d'avoir 20 ans, 30 ans devant nous. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 10 ans devant nous. Donc, il est important d'appuyer un bon coup sur l'accélérateur. Ce sera plus important que de belles paroles. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Martens. Je vois l'histoire du catalogue qui est très intéressante. Peut-être qu'on travaille pour faire un catalogue en test. Je vois Fabrice. Je passe maintenant la parole à Tabea Ruck. Merci beaucoup. Moi, je vais faire ma présentation en allemand. Je vais faire mon exposé en allemand. J'espère que vous me pardonnerez. Je suis Tabea Ruck. Je fais partie de la plateforme H2BW. Et je travaille à la plateforme H2BW et nous travaillons au niveau du Land. Die Plattform H2BW ist die zentrale Anlaufstelle des Landes Baden-Württemberg für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien. Die Plattform H2BW ist bei der E-Mobil BW, der Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive, angesiedelt. Sie sehen, wir haben hier viele Initiativen und Projekte bei der E-Mobil BW Donc on travaille dans la transformation de l'automobile, de l'immobilité verte, de l'e-mobilité, mais aussi évidemment avec l'hydrogène. Aujourd'hui, je veux parler de partie en particulier donc de notre plateforme. Alors la plateforme sert d'un parapluie en fait pour toutes les activités qui travaillent sur la technologie de l'hydrogène dans le Bade-Württemberg. On a en fait toute la chaîne des valeurs. On parle donc de la e-mobilité, mais aussi d'autres secteurs, la production d'électricité, la production, la distribution dans l'industrie, la mobilité et puis aussi dans les bâtiments. Donc on a la feuille de route hydrogène dans le Land, on en a parlé dans le premier rapport. Donc Roland Berg a regardé le potentiel qui était possible et les batteries à combustible dans le Bade-Württemberg et on a fait des pronostics. On parle de 16 000 emplois en fait dans le domaine de l'hydrogène et on parle de 9 milliards de chiffre d'affaires d'ici 2030. Donc c'est la base en fait de notre plateforme, cette feuille de route. Donc quelques mots sur les travaux de cette plateforme. Alors, il y a la coordination pour les programmes d'incitation. Il y a aussi des projets et on accompagne des projets. C'est une partie importante. C'est le transfert de connaissances, en fait. Il y a un gros potentiel
dans ce domaine de l'hydrogène, mais il faut le communiquer. On a des newsletters régulières, on a des acteurs qui montrent en fait quel acteur, qu'est-ce qui fait quoi dans le land. On publie régulièrement des études. Et il y a quelques semaines, on a pu faire un rapport donc, sur les besoins et sur les possibilités, les potentiels de production dans le Bade-Württemberg. Un point très important aussi, c'est d'accompagner la recherche. Il faut aider les projets au niveau scientifique dans la région et pour pouvoir l'utiliser en fait pour d'autres projets. Et puis, évidemment, il n'y a pas seulement que les programmes incitatifs pour les batteries à combustible et puis pour l'hydrogène. Alors, très important, le réseau de management, c'est aussi central dans notre plateforme. Là, j'ai noté en fait les différents points. Il faudrait que tous les acteurs se retrouvent par cette plateforme et comme ça, on peut rendre possible l'échange de connaissances. Et c'est ce que l'on voudrait le rendre possible par des travaux de groupe. Donc on ne veut pas seulement en parler, mais on veut mettre des projets en place concrètement. Alors il y a des clusters, ces groupes sont composés avec différents acteurs de la technologie de l'hydrogène. Il y a beaucoup d'entreprises de l'industrie, nous avons la science, on a des communes, on a des acteurs politiques. Et donc on essaie que tous se retrouvent autour d'une table pour mettre en place des projets, démarrer des projets. Alors, on parle aussi au-delà des frontières. On a 200 partenaires qui sont internationaux et c'est aussi important. Ce sont aussi des projets qui dépassent les frontières du land. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Ruck. Par rapport au timing, on avait préparé quelques questions, mais on souhaiterait tout de même garder du temps pour les questions dans la salle. Donc, si quelqu'un a une question, vous avez des micros sur le côté. Pour toute question, il faut vous lever et aller la poser au micro. Donc voilà, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos intervenants ? Oui. Donc il faut vous lever et aller au micro. Alors j'espère qu'ils sont fonctionnels. Hello, yeah. Thank you very much. My name is Eva Hennig. I'm coming from Tüga in Germany, which is Bonjour, oui, je viens d'Allemagne. Je travaille pour une coopération de diverses entreprises d'électricité. Et j'ai une question pour Monsieur Hafner relative à la thermolyse. Quel type de biomasse utilisez-vous et pourriez-vous également utiliser des déchets? Nous pourrions en réalité utiliser, pour ainsi dire, n'importe quel type de biomasse. Nous avons fait des essais avec du purin, avec des déchets agricoles. Nous pourrions aussi utiliser des déchets ménagers. Mais pour avoir du biochar, eh bien, il faut avoir de la biomasse qu'on appelle non-waste, donc sans déchets. Si on utilise des déchets, on n'a pas du biochar, on a du char. Et donc, mais par contre, techniquement, n'importe quel type de biomasse peut convenir. Nous avons fait des essais, des tentatives avec diverses biomasses et ça a toujours très bien fonctionné. Donc c'est l'une des grandes forces en fait de notre système. Le seul impératif est d'avoir moins de 50% d'humidité dans le contenu. Y a-t-il une autre question ? S'il n'y a pas de questions supplémentaires, il y a bien une question malgré tout. Bonjour. Martin Sels, région Grand Est. Est-ce que vous connaissez les moyens de produire de l'hydrogène à partir de poudre d'aluminium? C'est une technique qui a été développée par l'armée américaine notamment.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une question dédiée à une personne en particulier. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une réponse au sein des intervenants? Désolé Martin, mais a priori personne n'a de réponse à ta question. Oui. Alors peut-être d'abord, on va tester l'autre micro. Ah, ok. Bonjour. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font, des projets, des financements. On nous a présenté avant que 2030 était un objectif. On voit que tirer des pipelines, ça prend du temps, que développer de la technologie, ça prend du temps. Est-ce que 8 ans, c'est pas court? Et comment vous voyez cet objectif de 2030? Ça, c'est une question intéressante pour plusieurs intervenants. Donc, je vais commencer parce que j'ai peut-être la réponse la plus courte. Oui, poser du pipeline, c'est long, mais rétrofiter du pipeline, ça peut le faire dans les délais. Donc, du coup, l'objectif, c'est quand même de bien identifier ce qu'on peut rétrofiter, est-ce que c'est dans la bonne zone, et beaucoup de travailler là-dessus pour la partie des réseaux. On a parlé de rétrofit de pipeline, on peut aussi rétrofiter des cavités salines de stockage pour pouvoir avoir le stockage dont on a besoin. Alors, je vais suivre dans la séquence. Du coup, je vais répondre en français. On a fait une étude sur la seule France, mais la France est un pays qui est assez représentatif. Et avec le gisement de biomasse aujourd'hui disponible, non affecté par un conflit d'usage et qui est facile à collecter, on arriverait à produire assez facilement environ 1 million de tonnes d'hydrogène par an. Donc c'est tout à fait significatif. Et ça, on peut tout à fait le faire s'il y a une décision publique de le faire avant 2030. Il n'y a aucun problème technique pour ça. Yes. Je pense qu'il y a 3 choses qui sont possibles. C'est important d'accélérer. Il faut passer à l'échelle supérieure avec nos technologies. Nous avons des électrolyses pour jusqu'à 30 MW. Il nous faut du 100 MW. Ça n'existe pas encore. Le deuxième pilier, c'est le pilier juridique et légal. Nous avons besoin d'un cadre législatif. Et je pense que ça aiderait vraiment tout le monde, ça aiderait les technologies, ça aiderait les différents acteurs. Si nous avions un cadre légal pour l'hydrogène durable, nous avons besoin d'utilisateurs finaux qui sont prêts à investir des millions, voire des milliards d'euros pour avancer. Et nous avons besoin pour cela d'un cadre légal. Donc je pense que c'est vraiment le point le plus important, de clarifier la situation juridique et ce dès que possible. Oui, j'aimerais, moi, souligner ce que M. March a déclaré. Ce que M. Martens a déclaré, c'est effectivement essentiel d'avoir un cadre légal clair. Nous avons également le traité d'Aix entre la France et l'Allemagne. Et ce traité d'Aix-la-Chapelle permet à nos deux pays, donc il y a une disposition sur l'expérimentation. Donc si, dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle, on commence avec cette clause d'expérimentation, eh bien on pourra créer un certain nombre de projets pilotes. L'autre chose, c'est qu'il y a plusieurs pilotes qui ont été présentés ici, et cela nous donne de nouveaux délais qui se déroulent entre 3 ans et 10 ans selon le niveau selon le niveau technique de préparation. Donc nous devons tenir compte aussi de l'intérêt de certaines industries. Nous avons un acteur en France qui s'est engagé à construire de grandes infrastructures d'électrolyse. D'autres grandes organisations comme Daimler, par exemple, ont annoncé s'intéresser à ce genre de pilote. C'est ce que nous dit l'industrie. Dans tous les ateliers, on nous dit systématiquement, oui, cela fait partie de nos projets, c'est exactement ce que nous souhaitons faire, mais nous devons commencer maintenant. Nous ne pouvons plus attendre ni 1 an, ni 2 ans, et certainement pas 3. Il est important que la politique soit derrière nous et nous aide à avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup.
Je ne peux être que d'accord avec ce qu'ont dit les personnes autour de moi. Il est temps d'agir et de développer cela pour pouvoir travailler sur le marché. Il y a une vraie pression. Donc, on a besoin d'un cadre juridique. Donc, Baden-Württemberg s'est engagé dans cette direction et il le subventionne aussi pour que tout cela avance, pour qu'il y ait une économie de l'hydrogène en 2030. C'est très ambitieux, mais nous voyons qu'il y a de grandes entreprises qui travaillent à cela et cela peut fonctionner. Très bonne question. Il y avait des réponses de tous nos intervenants. Une question de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Oui, merci. J'ai deux questions. La première vers Madame Brun, qui nous a montré comment en France les pipelines sont potentiellement dessinés. Ma question, c'est est-ce que vous avez obtenu les nécessaires autorisations publiques, politiques? Est-ce que les présidents de région ont validé, ou quelle autorité nationale vous a validé ce schéma pour qu'il puisse être opérationnel? Parce qu'on parlait bien de la lenteur parfois des décideurs publics à suivre ces propositions. Et ma deuxième question va vers Monsieur Hafner sur ce sujet à Strasbourg, dont j'ai bien entendu parler. Ma question, c'est vraiment l'état d'avancement de vos projets et à quelle date vous pourrez vraiment monter en puissance, c'est-à-dire comment vous délivrez ou non d'ores et déjà de l'hydrogène sur Strasbourg, et après, quelle est votre prévision de développement? Merci. Pour la première question, donc il y a deux choses. Il y a les premiers éléments que j'ai montrés, c'est la vision, c'est la modélisation, c'est le European Hydrogen Backbone. Ça, c'est pas un projet, c'est quelque chose où on se dit oui, ça va marcher. Donc là, il n'y a pas besoin d'autorisation. Ensuite, sur les différents projets concrets qu'on a, c'est vrai que côté français, on se heurte au fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas la régulation qu'il faut pour aller vite sur ces projets. Quand on développe du projet en gaz, et j'imagine pareillement en électricité, on a tout un tas d'outils de réglementation en place avec différentes étapes qui sont validées. On sait à qui doit être validé, on sait qui prend les risques. Alors que là, pour les différents projets qu'on a, et c'est encore plus compliqué quand c'est transfrontalier, il faut tout réinventer, il faut retravailler avec les instances sur les questions de sécurité, etc. Donc du coup, c'est très long. Donc ça fait un peu le lien avec la question de monsieur. Oui, ça peut aller plus vite. Quand je rétrofite du pipe, ça va plus vite. Mais ça va plus vite, mais faut quand même, ça va quand même lentement pour les exigences qu'on a. 2030, c'est tout de suite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, côté français, même si beaucoup de choses se font, il y a une lenteur. Enfin, nous, on aimerait que ça puisse aller plus vite parce qu'on doit réinventer tous les outils pour pouvoir développer du projet avec des prises de risques raisonnables pour les différents acteurs. Aujourd'hui, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que quand je vois un client industriel, il me dit « Est-ce que votre cana est prête ? Parce que moi, je veux de l'hydrogène, mais je ne veux pas dépendre d'un seul fournisseur. Je veux pouvoir avoir accès à un marché, je veux la sécurité d'alimentation, je veux pouvoir choisir le prix. Est-ce que votre canalisation est prête ?» Quand je vois un producteur, il dit « Bon, moi, je veux produire, mais je veux pouvoir assurer le débouché. Est-ce que votre cana est prête ?» Et moi, j'ai les pouvoirs publics qui me disent « Ah oui, mais non, mais voilà, etc. » Donc, si on n'arrive pas à sortir de ce dilemme, alors il y a plein de choses, il y a des aides, etc. Voilà. C'est pas simple. Je pense que les premiers projets vont permettre d'aider les suivants. Et c'est vrai que Mosaïque, il est à la fois plus complexe parce qu'il est multi-pays et plus simple parce qu'il est en rétrofit de canalisation. Mais c'est l'enjeu. Donc, concernant la maturité de la technologie NOCA, donc nous avons fait faire un audit par un organisme de certification internationale qui s'appelle DNV, qui est venu évaluer la maturité de la technologie fin 2021 et qui lui a donné à l'époque un degré de maturité 7-8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à TRL 8 sur une échelle de 9. Sur la partie hydrogène, notre client partenaire Erinoca, donc qui est filiale de RGDS, a obtenu l'arrêté d'autorisation, je crois que c'était à la fin du printemps, non, au début c'était en mars, Trichna, c'est ça.
Donc là maintenant, on est en train de dérouler pour produire de l'hydrogène pur à l'horizon 2023, sachant que aujourd'hui on fait le gaz précurseur de l'hydrogène et les enjeux technologiques sont vraiment au niveau de cette production de gaz, puisque la partie aval du process est une partie, je dirais, sur étagère TRL9. Donc en fait aujourd'hui, en termes de qualité de gaz, on a les réponses, je dirais, qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on sait faire de l'hydrogène qualitatif à partir effectivement de thermolyse de la biomasse en utilisant le procédé, notamment le procédé INOCA. Merci. Une nouvelle question qui nous arrive. Yeah, thank you very much. Quick question on blending. Une question au sujet du blending que j'aimerais poser à Catherine Brun et aux autres intervenants éventuellement. Une proposition de la Commission est intervenue sur le paquet gaz. Le pourcentage fixé pour l'utilisation de l'hydrogène dans le réseau de gaz est de 5%. Et les États membres devront mettre en place des réseaux d'interconnexion. Que pensez-vous de ce chiffre? Quel serait le chiffre idéal pour garantir une transition douce vers l'utilisation de l'hydrogène dans les gazoducs? Alors, il y a plusieurs types de blending. Vous parlez de petites quantités d'hydrogène que l'on retrouverait dans les réseaux gaziers. Alors, je pense que la réponse dépend de chaque TSO. Tout dépend du type de gazoduc et de pipelines utilisés. Donc, en fait, 5%, c'est peut-être un peu élevé. 3%, ce serait idéal. Mais au-delà des chiffres, il faut aussi se pencher sur les usagers des réseaux de gaz pour s'assurer qu'ils puissent accepter un tel pourcentage d'hydrogène. Et malheureusement, ça dépend des types d'usages. Il y a les usages réservés à la mobilité, où là, il faut un méthane très très pur. Pour les usages industriels, il faut aussi des mélanges très purs. Mais pour chaque problème, il y a une solution. Tant qu'on est capable de purifier l'hydrogène au moyen de dispositifs spécifiques. Et puis, pour ce qui concerne les échanges entre les États, admettons que je sois française et que je me situe en aval de la Belgique. Si la Belgique produit 3 à 5% d'hydrogène, si mes usagers veulent injecter de l'hydrogène dans le réseau, comment vais-je le gérer? Moi qui suis en aval des tuyaux. Donc en fait, il y a des questions très pratiques à régler pour s'assurer que le règlement puisse être applicable par l'ensemble des pays. Quelqu'un d'autre souhaite réagir peut-être? Ok, non. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous remercions nos intervenants pour leurs interventions et leurs présentations. Nous allons passer à une pause, si le timing le permet. Une dernière remarque. J'ai apporté les études de faisabilité et j'en ai mis quelques exemplaires sur la table. N'hésitez pas à vous servir. Les études sont disponibles en français, en anglais et en allemand. Je n'ai apporté que quelques exemplaires, mais n'hésitez pas à vous servir.